J'ai découvert que mon voisin avait changé le nom de son Wi-Fi pour 1744. Ta femme te trompe. 1744, c'est le numéro de ma maison. Au début, j'ai cru que c'était une blague ou une provocation. Mais le lendemain, il est venu me parler. Il m'a dit que chaque matin, juste après mon départ pour le travail, une Nissan noire se garait à quelques maisons de chez moi. Le conducteur descendait, longeait le côté de ma maison et entrait par l'arrière. J'ai voulu croire que c'était faux, une histoire inventée, mais la façon dont il décrivait les détails rendait tout ça impossible à ignorer. Et quand j'ai essayé de comprendre ce qui se passait vraiment, j'ai découvert que rien n'était ce que je pensais. Mon voisin n'était pas seulement un curieux un peu trop bavard, et la trahison de ma femme n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quand j'ai vu ce nom de Wi-Fi, 1744, ta femme te trompe. J'ai d'abord éclaté de rire. Je pensais que c'était un de ces adolescents du quartier qui s'amusait à provoquer les voisins, mais le numéro, c'était le mien. Et plus je regardais l'écran, plus le rire me restait coincé dans la gorge. Je me souviens avoir appelé ma femme, Émilie, depuis le bureau. Elle a répondu calmement, comme toujours. Je lui ai demandé si elle avait vu quelque chose d'étrange, un camion garé devant, ou des gens qu'on ne connaissait pas. Elle a juste dit « Non, rien du tout ». Pourquoi ? J'ai hésité avant de répondre. J'ai dit que le Wi-Fi du voisin avait un nom ridicule. Elle a ri. Et à ce moment-là, j'ai voulu me convaincre que tout allait bien. Le lendemain, en rentrant, Marc, mon voisin d'en face, m'attendait sur le trottoir. Il avait les mains dans les poches, l'air nerveux. Ce type, je le connaissais à peine. On s'était parlé 2 ou 3 fois, jamais plus de 2 minutes. Il m'a dit « Daniel, faut qu'on parle ». Je me suis arrêté, méfiant. Il m'a expliqué qu'il avait remarqué une Nissan noire qui se garait près de chez moi chaque matin, quelques minutes après mon départ. Selon lui, le conducteur, un homme, la trentaine, cheveux courts, contournait la maison et entrait par l'arrière. Je me suis senti idiot d'écouter. Et pourtant, la précision de ce qu'il disait me glaçait. Il connaissait même la couleur de la veste de l'homme. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi d'écrire ça sur son Wi-Fi, il a dit « C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te prévenir sans attirer de problème. » Je ne savais pas quoi penser. J'ai remercié vaguement, puis je suis rentrée chez moi. Émilie préparait le dîner. Elle m'a embrassée, comme d'habitude. Tout semblait normal. Mais dans ma tête, rien ne l'était plus. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je revoyais l'expression de Marc, son ton sérieux. Et cette image d'une voiture noire garée quelques maisons plus loin. À 6 heures du matin, j'ai prétexté que je partais plus tôt au travail. J'ai roulé jusqu'au coin de la rue, puis j'ai garé ma voiture derrière une haie, à une 50aine de mètres de la maison. J'ai attendu. Vers 6h30, j'ai vu les phares d'une Nissan noire se refléter dans le rétroviseur. Elle s'est arrêtée devant le trottoir opposé. Un homme en est descendu, veste grise, casquette noire. Il a regardé autour de lui, puis s'est dirigé vers le côté gauche de ma maison. Mon cœur battait tellement fort que j'avais du mal à respirer. Je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. Puis j'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police. Mais j'ai hésité. J'avais besoin de savoir qui c'était. J'ai attendu qu'il entre. Ensuite, j'ai fait le tour du pâté de maison et je suis revenu discrètement par l'arrière. La porte du jardin était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement. Le silence était total. Je suis resté immobile, incapable d'avancer. J'avais peur. Peur de ce que j'allais trouver. Quand j'ai enfin ouvert la porte de la cuisine, j'ai entendu une voix d'homme, basse, juste au-dessus de moi, pas celle d'un inconnu total. Une voix que je connaissais déjà. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, incapable de respirer. La voix venait du salon, juste à l'étage du dessous. J'ai reconnu ce ton calme, un peu trop familier. C'était Ethan Miller, un ami de longue date, quelqu'un que je considérais presque comme un frère. On s'était rencontrés à l'université, on avait partagé des bières, des confidences, des années entières de confiance. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai avancé d'un pas, puis un autre. Chaque craquement du plancher me paraissait énorme. Je voulais qu'il m'entende, qu'il sache que j'étais là, mais en même temps, j'espérais que tout ça ne soit qu'un malentendu. Le rire d'Émilie m'a coupé les jambes. C'était ce rire qu'elle n'avait plus depuis des mois avec moi, celui qu'elle gardait pour les moments où elle se sentait comprise, légère, heureuse, et c'est là que j'ai compris que Marc disait la vérité. Je me suis arrêté dans l'escalier, paralysé. J'ai entendu Ethan dire « Il ne se doute de rien, hein ?» Et Émilie a répondu presque en murmurant « Non, il ne voit jamais rien ». Cette phrase m'a fait plus mal que tout le reste. Je suis resté là, une main sur la rampe, incapable d'avancer ou de reculer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale, j'ai simplement reculé lentement, jusqu'à sortir de la maison comme un fantôme. Je suis resté dans ma voiture un long moment, sans bouger,
J'avais les mains tremblantes sur le volant. Mon cerveau refusait d'accepter ce que j'avais vu. Tout se mélangeait. Colère, honte, dégoût, tristesse, j'aurais voulu frapper quelque chose, hurler, mais rien ne sortait. Au lieu de rentrer, j'ai conduit sans but pendant des heures. J'ai fini sur un parking vide derrière un supermarché. C'est là que j'ai appelé Marc. Il a décroché aussitôt, comme s'il attendait mon appel. Je lui ai demandé depuis quand il savait. Il m'a dit que ça faisait environ 3 semaines qu'il voyait cette voiture, qu'il avait hésité à me le dire, parce qu'il craignait que je le prenne mal. Puis il a ajouté quelque chose d'étrange. Daniel, ce n'est pas juste une histoire d'adultère. J'ai vu des choses qui n'ont aucun sens. L'homme ne vient pas toujours seul. Je n'ai pas compris. Il m'a dit qu'un soir, vers 10 heures, il avait vu 2 silhouettes sortir par l'arrière de ma maison, Ethan et quelqu'un d'autre, une femme qu'il ne reconnaissait pas. Et le lendemain matin, la même Nissan noire revenait, mais cette fois personne n'en descendait. J'ai commencé à avoir des frissons. Tout ça dépassait l'idée d'une simple trahison. Je lui ai demandé s'il avait des preuves. Il m'a envoyé une série de vidéos de sa caméra de sécurité. On y voyait effectivement la Nissan, garée à plusieurs reprises. Et sur une des vidéos, on distinguait clairement Ethan sortir du jardin, tenant un sac noir à la main. Je me suis senti pris au piège dans ma propre vie. J'avais besoin d'explications, mais je ne pouvais pas rentrer. Alors j'ai attendu le soir. Quand je suis finalement revenu à la maison, Émilie était assise sur le canapé, tranquille, les cheveux encore mouillés après sa douche. Elle m'a souri comme si de rien n'était. « Tu es rentré tard », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu du bruit dans la cour. J'ai regardé par la fenêtre. La Nissan noire était revenue. Je me suis habillé en silence et j'ai pris mon téléphone. Cette fois, je ne comptais plus observer. Je voulais comprendre ce que ces gens faisaient réellement dans ma maison. Je suis sorti sans faire de bruit, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'on m'entende respirer. La nuit était claire, mais tout semblait figé. La Nissan noire était garée à quelques mètres de la clôture, phare éteint. Je me suis accroupi derrière la haie, téléphone en main, prêt à filmer. La portière côté passager s'est ouverte. Une femme en est sortie. Pas Émilie, quelqu'un d'autre. Cheveux roux, longue veste beige. Elle regardait autour d'elle avec une précision qui ne ressemblait pas à de la nervosité. C'était presque méthodique. Puis, quelques secondes plus tard, Ethan est apparu à son tour. Je l'ai vu ouvrir la porte du jardin, entrer sans hésiter, et la femme l'a suivi. J'ai senti la colère remonter, mais aussi une peur nouvelle. Celle d'être face à quelque chose que je ne comprenais plus. Je me suis approché lentement. La porte arrière était entr'ouverte, comme la dernière fois. À l'intérieur, j'ai entendu des pas, puis un son métallique, comme un couvercle de boîte qu'on referme. Je me suis glissé dans la cuisine. L'air sentait la peinture fraîche, mais nous n'avions rien repeint. J'ai avancé jusqu'au salon. Ethan et la femme étaient accroupis près du mur, en train de démonter une prise électrique. Je n'ai pas compris ce que je voyais. J'ai parlé avant même de réfléchir. « Qu'est-ce que vous foutez chez moi ?» Ethan a sursauté. La femme s'est levée d'un bond. Il a balbutié mon prénom, l'air pris au piège. Émilie est apparue dans l'escalier, en robe de chambre, totalement paniquée. « Daniel ? Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai pointé Ethan du doigt. « C'est à moi de poser la question. Pourquoi il est ici ? Et c'est qui, elle ?» La femme a gardé le silence. Elle regardait Émilie, pas moi. Ethan a tenté de s'approcher, mais je l'ai repoussé d'un geste. Il m'a dit calmement « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai éclaté de rire. Ce genre de phrase, ça veut toujours dire la même chose. Mais Émilie, elle, semblait sincèrement effrayée. Elle n'arrêtait pas de répéter « Daniel, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas contre toi. Contre moi ?» Ces mots m'ont glacé. Ethan a fini par dire qu'il réparait quelque chose. Il a parlé d'un problème électrique, d'un court-circuit derrière le mur. Mais je voyais leurs mains trembler. Et surtout, il n'y avait aucun outil de réparation dans la pièce, juste un petit sac noir posé à côté d'eux. J'ai arraché le sac. À l'intérieur, plusieurs clés USB, un petit appareil métallique avec un voyant rouge et des papiers couverts de chiffres et de noms. Je n'ai rien compris. Émilie a voulu me reprendre le sac, mais je l'ai tenu fermement. « Tu vas tout m'expliquer maintenant. » Elle s'est assise sur le canapé, tête entre les mains. Ethan, lui, fixait le sol. Puis la femme rousse a sorti un badge de sa poche et l'a posé sur la table. FBI, Cyber Division. J'ai cru que c'était une blague. Mais son ton ne laissait aucun doute. Elle a dit qu'il menait une enquête depuis plusieurs mois et que ma maison faisait partie des lieux utilisés pour transférer des données volées. J'étais complètement perdu. Émilie pleurait. Ethan restait silencieux. J'ai demandé pourquoi personne ne m'avait rien dit. L'agent a simplement répondu « Parce qu'on pensait que vous étiez peut-être impliqué. » Ces mots m'ont cloué sur place. Impliqué ?
Moi? Émilie s'est mise à crier qu'elle avait seulement voulu protéger notre famille, qu'elle n'avait jamais voulu que je découvre ça de cette façon. Mais à ce moment-là, tout s'effondrait. Mon mariage, ma confiance et même ma propre maison n'étaient plus à moi. L'agent m'a ordonné de rester calme et de ne prévenir personne. Ils allaient te revenir le lendemain pour terminer le travail. Quand ils sont partis, je suis resté debout au milieu du salon, incapable de bouger. Marc m'observait depuis sa fenêtre, lumière allumée, et pour la première fois, j'ai compris qu'il savait bien plus qu'il ne voulait l'avouer. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je tournais dans le lit, incapable de croire que tout ça se passait vraiment dans ma propre maison. Émilie dormait à côté, ou du moins elle faisait semblant. J'entendais sa respiration trop régulière, forcée. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le badge du FBI sur la table, la main tremblante d'Ethan et la femme rousse qui disait d'un ton neutre que j'étais peut-être impliqué. Comment j'aurais pu être impliqué dans quelque chose dont j'ignorais tout? Au petit matin, je me suis levé avant le lever du soleil. Je me suis préparé un café, sans parler. Émilie est descendue peu après. Elle avait les yeux gonflés. Elle s'est assise en face de moi. « Daniel, je voulais te le dire depuis des semaines. » J'ai levé les yeux vers elle. Froid. « Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Elle n'a pas su répondre tout de suite. Elle m'a expliqué que tout avait commencé quand Ethan l'avait contactée à propos d'une société informatique avec laquelle elle travaillait. Un contrat lié à des transferts de données. Il avait découvert que son entreprise servait, sans qu'elle le sache, à blanchir des transactions pour une organisation sous surveillance fédérale. Ils avaient alerté les autorités. Et le FBI avait décidé d'utiliser notre maison pour surveiller les connexions locales. Je restais muet. Tout ce qu'elle disait paraissait trop propre, trop logique, trop préparé. Je lui ai demandé pourquoi ils entrèrent dans la maison dans mon dos, pourquoi cette histoire de Wi-Fi, de voiture cachée. Elle m'a juste dit « Ils voulaient que tu ne saches rien, c'était plus sûr. » Plus sûr pour qui? Pour eux, sûrement. Parce que moi, j'avais passé les dernières 48 heures à douter de ma femme, de ma vie entière. Je suis sorti de la maison sans dire un mot. Marc m'attendait dehors, comme s'il savait que je viendrais le voir. Il m'a proposé un café. J'ai accepté, même si j'avais envie de le secouer. Dans sa cuisine, il a sorti son téléphone et m'a montré une autre vidéo. Cette fois, elle datait de la veille au soir, juste après le départ du FBI. On voyait Ethan revenir à la maison, seul, à 2 heures du matin. Il n'était pas avec Émilie, pas avec la femme rousse. Il portait le même sac noir. Mon estomac s'est contracté. Tu es sûr que c'était cette nuit? Oui, j'ai les horodatage, et il est resté à l'intérieur pendant plus de 20 minutes. J'ai senti la colère revenir. Émilie m'avait dit qu'elle dormait toute la nuit. Alors pourquoi Ethan était-il revenu? Et surtout, qu'est-ce qu'il avait fait dans la maison? Je suis rentré en trombe. Émilie était encore là, assise sur le canapé, le regard vide. Je lui ai montré la vidéo. Elle s'est levée brusquement, pâle comme un linge. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Mais ses yeux disaient autre chose. Elle n'était pas surprise. J'ai compris qu'elle me cachait encore quelque chose. Elle a tenté de m'approcher, mais je l'ai empêchée de parler. « À combien de mensonges tu vas encore me sortir ?» Elle s'est mise à pleurer. « Tu ne comprends pas, Daniel. Ethan n'est pas celui que tu crois. » Je me suis figé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a pris une grande inspiration. « Il ne travaille pas pour le FBI. C'est lui qu'il surveillait. » J'ai senti mes jambes se dérober. Tout ce que j'avais vu la veille, le badge, les équipements, la mise en scène, tout ça servait à me faire croire que j'étais protégé, alors qu'en réalité, ma maison était utilisée pour couvrir les traces d'un criminel. Émilie a juré qu'elle n'avait rien fait de volontaire. Elle pensait vraiment aider une enquête fédérale. Ethan l'avait manipulée. Mais je ne savais plus quoi croire. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit dehors, des pas lourds, puis un claquement de portière. J'ai regardé par la fenêtre. La Nissan noire était de retour. Émilie a blêmi. Elle a murmuré « Ce n'est pas lui ». Mais elle n'a pas eu le temps de finir. Quelqu'un a frappé à la porte, 3 coups secs. Les 3 coups sur la porte ont résonné dans tout le salon. Émilie s'est levée d'un bond, les mains tremblantes. Je me suis approchée lentement, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Je ne savais pas si j'allais trouver Ethan, le FBI ou quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Un homme en costume sombre, la quarantaine, portait un badge autour du cou. J'ai ouvert à moitié. « Daniel Harris? Oui. » Il a sorti une carte, FBI, division de San Francisco. Le vrai, cette fois. Le badge était officiel, scellé, et le ton n'avait rien d'improvisé. Il a dit s'appeler agent Cole Anderson. Derrière lui, 2 autres agents observèrent la rue. On pense que votre domicile a été utilisé pour dissimuler des activités illégales.
Nous avons des raisons de croire qu'un individu nommé Ethan Miller vous a manipulé, vous et votre épouse. Emily a reculé, la main sur la bouche. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Je les ai laissés entrer. L'agent Cole a sorti un dossier, y a glissé quelques photos. Ethan, en compagnie d'hommes inconnus, dans des parkings, des cafés, toujours avec un ordinateur portable. Il m'a expliqué qu'Ethan travaillait autrefois pour une société de cybersécurité sous contrat gouvernemental. Il avait été renvoyé pour avoir volé des données sensibles, puis avait disparu pendant 2 ans. Je n'arrivais pas à parler. Tout ce que j'avais cru savoir sur mon meilleur ami s'effondrait. Cole a continué. Il s'est servi de votre épouse pour accéder à des réseaux internes, votre connexion Internet, votre adresse IP, vos équipements. Tout passait par ici. C'est pour ça que vos voisins ont remarqué des allées et venues étranges. J'ai repensé au nom du Wi-Fi. 1744. Ta femme te trompe. Marc avait essayé de me prévenir à sa façon. Il n'avait peut-être jamais su les détails, mais il avait compris que quelque chose de dangereux se passait. Les agents ont commencé à inspecter la maison. Émilie pleurait, incapable de s'arrêter. Elle répétait qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait vraiment aider à une mission. Je la croyais à moitié. Cole m'a demandé si j'avais remarqué des objets suspects, des disques durs, des câbles inhabituels, des installations récentes. Je lui ai parlé du sac noir. Il a hoché la tête, a ordonné à ses collègues de le retrouver. Quand ils l'ont ouvert, j'ai vu à l'intérieur un petit dispositif relié à un modem, avec des fils rouges et un boîtier métallique. Cole l'a soulevé avec précaution. C'est un répéteur de données. Il servait à transférer des fichiers en continu vers un serveur externe. Je me suis assis, complètement vidé. Tout ce temps, ma maison avait été un point de passage pour un réseau clandestin. Soudain, un des agents est revenu du garage, le visage tendu. « Agent Anderson, vous devriez voir ça. » Nous l'avons suivi. Sur l'étagère du fond, derrière des boîtes à outils, ils ont trouvé un autre sac, identique au premier. À l'intérieur, plusieurs enveloppes pleines de billets. Des milliers de dollars. Cole m'a regardé droit dans les yeux. « Vous étiez au courant de cet argent ?» Jamais vu ça de ma vie. Il a hoché la tête, sans répondre. Ils ont tout photographié puis demandé à Emily et moi de les accompagner au bureau pour témoigner. Avant de partir, j'ai regardé à travers la fenêtre. Marc était encore là, à sa fenêtre, comme chaque fois. Mais cette fois, il ne me regardait pas. Il fixait la rue, nerveux. Quand on a pris la voiture du FBI, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. La Nissan noire n'était plus garée à sa place. Elle roulait lentement derrière nous, à distance. Je n'ai rien dit aux agents, pas tout de suite. Je voulais être sûr que mes yeux ne me trompaient pas. Mais quand la Nissan a pris la même sortie que nous sur l'autoroute, j'ai compris. Quelqu'un nous suivait. J'ai tapé doucement sur l'épaule de l'agent Cole. Je crois qu'on est suivi. Il a levé les yeux dans le rétroviseur, puis a serré la mâchoire. Ne vous retournez pas, on sait. L'agent Cole a accéléré sans un mot. Emily s'est agrippée à mon bras, complètement paniquée. Je n'osais pas me retourner, mais je voyais les reflets des phares dans la vitre. La Nissan noire suivait toujours, à distance constante. Cole a sorti son téléphone, a parlé à voix basse. Ici Anderson. Cible possible en poursuite. Route 99, direction sud, véhicule suspect, Nissan noir, plaque partielle, 8TK. Il s'est arrêté au milieu de la phrase. Son regard s'est figé dans le rétroviseur. Merde! Elle accélère. En quelques secondes, la Nissan a réduit la distance. J'ai vu sa silhouette se rapprocher. Phares allumés à fond. Cole a juré, a viré brusquement sur la bande d'arrêt d'urgence, puis a tourné sur une route latérale. Les pneus ont hurlé. Emily a crié. L'agent a lancé « Bouclez vos ceintures. On ne va pas au bureau, c'est trop risqué. On change de direction. » On a roulé plusieurs minutes à toute vitesse, jusqu'à un chemin désert derrière un entrepôt abandonné. Cole a coupé le moteur. Le silence est tombé d'un coup. Il a sorti son arme, puis s'est tourné vers nous. « Vous ne bougez pas. Je vais vérifier si on nous a suivis. » Il est sorti, laissant la porte entr'ouverte. Emily et moi sommes restés immobiles, le souffle court. Je l'ai regardé. « Tu sais qui conduit cette voiture ?» Elle a secoué la tête en pleurant. « Non. Mais si c'est ce que je pense, Ethan ne travaille pas seul. » Elle a raconté qu'il avait souvent reçu des appels la nuit, qu'il devenait nerveux chaque fois qu'elle lui posait des questions. Il disait que c'était la division, mais jamais il n'avait précisé laquelle. Cole est revenu au bout de 2 minutes. Ils ont filé, probablement qu'ils ont compris qu'on les avait repérés. Il a démarré à nouveau, plus lentement cette fois. Je n'ai rien dit, mais au fond de moi, quelque chose ne collait pas. Le regard de Cole, ses gestes précis, tout paraissait trop sûr, trop contrôlé. Et puis un détail m'a frappé. Quand il avait sorti son badge pour la première fois, il avait dit « Division de San Francisco ».
mais sur la carte que j'avais aperçue, le sceau indiquait Washington Field Office. Je l'ai remarqué sans oser le dire à voix haute. On a roulé encore une dizaine de minutes avant d'arriver devant un petit motel au bord de la route. Cole nous a demandé de descendre. On va rester ici quelques heures, le temps que l'équipe nous rejoigne. Il a pris 2 chambres. Une pour Émilie et moi, une pour lui. Dès qu'on s'est enfermé, Émilie s'est mise à marcher en rond. Je n'ai plus confiance en personne, Daniel. Pas même en lui. Je ressentais la même chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé d'appeler Marc. Pas de réponse. J'ai réessayé 3 fois. Toujours rien. Puis un message a fini par arriver. Un simple texte, sans expéditeur identifiable. Tu ne devrais pas être avec eux. Mon sang s'est glacé. Je l'ai montré à Émilie. Elle m'a regardé, effrayée. C'est Ethan ? Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé. Regarde sous le lit, maintenant. Émilie a secoué la tête, paniquée. Ne fais pas ça, c'est peut-être un piège. Mais quelque chose en moi avait besoin de savoir. Je me suis accroupie et soulevé le drap. Sous le lit, une petite boîte en plastique noir, reliée à un fil qui disparaissait dans la moquette. Un voyant vert clignotait lentement. J'ai compris que quelqu'un nous écoutait. Je me suis relevé d'un bond. Il faut sortir d'ici tout de suite. Émilie a voulu parler, mais la porte a frappé violemment 3 fois. Cole. Ouvrez! Mais sa voix avait changé, plus autoritaire, plus sèche, presque agressive. Émilie a chuchoté. Daniel, je crois qu'il n'est pas du FBI. Je me suis figé, incapable de respirer. Les coups sur la porte sont devenus plus forts. Ouvrez, ou je défonce la porte. Je me suis tourné vers la fenêtre. On était au 1er étage, juste au-dessus du parking. Émilie m'a regardé sans comprendre. Tu veux sauter? Tu as une meilleure idée? J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid est entré d'un coup, et quand j'ai posé un pied sur le rebord, j'ai entendu Cole crier « Harris, vous avez fait une grosse erreur !» J'ai sauté sans réfléchir. Le choc m'a coupé le souffle, mais j'ai roulé sur le gravier et réussi à me relever. Émilie m'a suivi juste après, tombant lourdement sur le sol. Elle s'est blessée au genou, mais je l'ai tirée par le bras pour qu'elle continue à courir. Derrière nous, la porte du motel s'est fracassée. Cole criait nos prénoms, et le son de ses pas résonnait dans l'escalier. On a traversé le parking à moitié en courant, à moitié en trébuchant, avant de se cacher derrière une benne à ordures. Émilie tremblait. Il va nous retrouver. Pas si on dégage d'ici maintenant. J'ai repéré une vieille voiture garée sur le côté. Moteur encore tiède. Les clés étaient sur le siège. On n'avait pas le choix. Je l'ai démarré, priant pour que personne ne sorte du motel à ce moment-là. On a roulé sans direction pendant presque 1 heure sur des routes désertes, juste pour mettre de la distance entre nous et Cole. Quand j'ai fini par m'arrêter sur un petit chemin, Émilie a éclaté en sanglots. « Qu'est-ce qu'on va faire, Daniel? On ne peut pas aller à la police. Si lui n'est pas un vrai agent, comment savoir qui croire ?» Elle avait raison. Chaque visage que j'avais croisé depuis 2 jours semblait appartenir à quelqu'un qui jouait un rôle. Même Marc, mon voisin, me revenait en tête, toujours là au bon moment, toujours à observer. Et s'il n'avait jamais été un simple voisin, j'ai sorti mon téléphone, mais il était mort. Émilie a tenté le sien. Aucune barre de réseau. On s'est retrouvés dans un silence total, entouré par les champs, à ne plus savoir quoi faire. J'ai pris une décision. On retourne chez Marc. Il a commencé tout ça. Il doit savoir quelque chose. Émilie m'a regardé, les yeux rouges. Et s'il est avec eux? Alors on le découvrira. On a roulé jusqu'à Fresno. Le quartier était calme, comme si rien n'avait changé. Quand on s'est garé devant chez lui, la lumière de son salon était allumée. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai insisté. 3 coups, forts. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Marc est apparu, en t-shirt, l'air fatigué, mais pas surpris de me voir. Tu aurais dû m'écouter avant, Daniel. Sa voix était calme, trop calme. Je suis entré sans attendre qu'il m'y invite. Émilie m'a suivi. Qui est vraiment Cole? Ai-je demandé. Marc a soupiré. Pas un agent, c'est un intermédiaire. Ils bossaient pour le même réseau qu'Ethan. Ils voulaient tous les deux effacer les traces de ce qu'ils ont volé. Je me suis approché de lui. Et toi, dans tout ça, pourquoi tu t'en mêles? Il m'a regardé droit dans les yeux, parce que j'ai déjà vu ce genre d'histoire, et la dernière fois, quelqu'un a fini mort. Émilie a reculé d'un pas. Tu veux dire que c'est dangereux? Non, Émilie. Je veux dire que c'est déjà trop tard. À ce moment-là, un bruit sourd a retenti dehors. Un moteur. Lent, régulier. Je me suis précipité à la fenêtre. La Nissan noire était garée devant ma maison. Encore. Marc a blêmi. Ils vous ont suivi.
Il a attrapé un petit coffre sous son meuble télé, l'a ouvert. À l'intérieur, un pistolet, un téléphone satellite et une pile de dossiers. Écoute, Daniel, ce que ta femme ne sait pas, c'est que ton adresse a été utilisée il y a des mois, bien avant qu'Ethan réapparaisse. Il cherchait quelqu'un pour porter le blâme. Et ce quelqu'un, c'était toi. Je l'ai fixé, sans comprendre. Pourquoi moi? Parce que ton nom est sur un ancien registre de serveur. Quelqu'un t'a désigné comme contact technique. Probablement Ethan. Quand tout tombera, tu seras celui que le FBI accusera. Je me suis senti défaillir. Emily s'est agrippée à mon bras. Mark a continué. Le seul moyen de t'en sortir, c'est de récupérer ce qu'ils ont caché ici, avant que le vrai FBI ne le trouve. Il y a une clé chiffrée quelque part dans ta maison. Si Cole ou Ethan la récupèrent avant toi, c'est fini. J'ai eu un vertige. Tout revenait à cette maison, à 1744. Emily a murmuré. Et si on la brûlait? Mark a hoché la tête. Ça ne servirait à rien. Ce qu'ils veulent est numérique, sauvegardé quelque part, et il faut l'effacer proprement. J'ai regardé la Nissan noire. Les phares se sont allumés, éclairant directement la fenêtre. Mark a soufflé. Ils savent qu'on est là. Il a attrapé son arme. Vous, cachez-vous derrière. Si quelqu'un entre, ne dites pas un mot. La poignée de la porte d'entrée a commencé à bouger, lentement. Puis un premier coup, violent. Emily s'est collée contre moi, tremblante. J'ai pris une grande inspiration. Et quand la porte s'est ouverte d'un coup sec, ce n'était pas Cole, ni Ethan, c'était une femme. Cheveux roux, veste beige, celle du faux FBI. Elle a levé les yeux vers moi et a dit calmement « On doit parler, Daniel. » Tout de suite, la femme rousse est entrée comme si elle connaissait déjà chaque recoin de la maison de Mark. Son regard était fixe, son ton posé, mais il y avait une tension dans sa voix, quelque chose de dur, presque désespéré. Mark a levé son arme. Reculez, elle n'a même pas cligné des yeux. Si vous tirez, on meurt tous avant la fin de la nuit. J'ai senti Emily se raidir derrière moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je lancé. La femme a sorti lentement un petit appareil de sa poche, une clé USB argentée, minuscule. Ça, c'est la seule chose qui peut encore vous sauver, Daniel. Mark a baissé son arme, méfiant. Montrez-moi ça de plus près. Elle a secoué la tête. Pas encore. D'abord, vous devez savoir qui je suis vraiment. Elle a sorti un badge, mais cette fois pas du FBI. Le logo indiquait Department of Homeland Security, Division Cybercrime. Je m'appelle Kara Lewis. On vous observe depuis plus d'1 an, Daniel. Vous n'êtes pas la cible. Vous êtes la victime qui devait porter le fardeau à la place des vrais coupables. J'ai eu du mal à respirer. Vous saviez tout ça, et vous m'avez laissé vivre dans cette maison piégée? On n'avait pas le choix. Vous étiez notre point d'accès. Si on vous avait approché trop tôt, ils auraient tout effacé. Et Cole n'aurait jamais fait une erreur. Emily s'est avancée, la voix tremblante. Cole travaille avec Ethan, c'est ça? Kara a hoché la tête. Oui, ce sont les 2 derniers d'un réseau qui a siphonné des données gouvernementales pour les revendre à des entreprises étrangères. Ils ont utilisé votre maison comme relais. Et quand on a commencé à se rapprocher, ils ont décidé de tout effacer, en vous faisant porter la responsabilité. Je me suis assis, vidé. Tout s'emboîtait. Enfin. Mais d'une manière qui faisait encore plus peur. Mark, lui, n'avait pas l'air surpris. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mais vous arrivez un peu tard, non? Cole les a déjà trouvés. Kara l'a fixé. Non. Il ne les a pas trouvés. Il est en train de détruire les preuves. Et la clé qu'il cherche est ici. Elle a posé la clé USB sur la table. Celle-là contient la localisation du serveur principal. Si elle tombe entre de mauvaises mains, ils pourront effacer toute trace de leur implication. Et toi, Daniel, tu deviendras officiellement le seul responsable. J'ai serré les poings. Alors qu'est-ce que vous attendez? Donnez-la au FBI, au vrai. On ne peut pas. Quelqu'un à l'intérieur les couvre. C'est pour ça que Cole a eu accès à vos informations avant même nous. Vous comprenez? J'ai senti le sol se dérober sous moi. Même les autorités n'étaient pas fiables. Emily m'a pris la main, les yeux pleins de larmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Kara s'est tournée vers moi. Tu dois aller chez toi. Maintenant, connecter cette clé sur ton réseau. Elle activera une trace qu'on pourra suivre pour remonter jusqu'à eux. Mais tu n'auras qu'une seule chance. Dès qu'ils comprendront ce qu'on fait, ils viendront te chercher. Mark a secoué la tête. C'est de la folie. Si Cole est toujours dehors, il les attend déjà là-bas. Kara a répliqué sèchement. Je n'ai pas dit que ce serait sûr, mais c'est la seule façon d'en finir. Je me suis levé. J'avais peur, mais je ne pouvais plus fuir. Cette maison, 1744, m'avait déjà tout pris. J'allais au moins comprendre pourquoi.
Kara a sorti une arme, vérifié le chargeur et l'a glissé dans sa ceinture. Je viens avec vous. Si Cole apparaît, je m'en charge. Emily a voulu protester, mais je lui ai pris la main. On y va, ensemble. Mark a insisté pour venir aussi. Quelqu'un doit surveiller vos arrières. On a pris sa voiture, les phares éteints. La route jusqu'à 1744 n'a duré que quelques minutes, mais j'ai eu l'impression qu'elle s'étirait à l'infini. Quand on s'est garé, la maison était plongée dans le noir. Kara a murmuré « S'ils sont là, ils attendent que tu entres. » J'ai avalé difficilement. Alors, on ne leur laissera pas le choix. J'ai ouvert la porte du jardin, comme Ethan l'avait fait les premières fois. L'air à l'intérieur était lourd, presque étouffant. Chaque pas que je faisais résonnait trop fort. Dans le salon, tout semblait intact, sauf un détail. Sur la table basse, un téléphone allumé clignotait. Écran noir, une seule phrase écrite en rouge « Tu n'aurais jamais dû revenir ». Kara a dégainé son arme. Mark a reculé, murmurant « On n'est pas seul ». Et avant même que je puisse réagir, une silhouette est sortie de l'ombre derrière le canapé. Ethan. Il m'a regardé avec un calme glacial. « Tu viens de signer ta propre fin, Daniel. » Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Ethan tenait une arme, mais il ne la pointait pas directement sur moi. Son regard, par contre, ne quittait pas le mien. Il n'avait plus rien du type souriant que j'avais connu. Son visage semblait fatigué mais déterminé, comme s'il savait déjà comment tout allait se terminer. Kara a levé son arme à son tour. « Ne bouge pas, Ethan. Laisse la clé et on pourra encore s'en sortir sans bain de sang. » Ethan a esquissé un sourire froid. « Tu crois vraiment que tu comprends ce qui se passe ici? Vous avez passé 1 an à courir après un fantôme. Mais tout ça, c'était juste un test. » Je me suis avancé d'un pas. « Un test? Pourquoi? Pour me détruire ?» Il a secoué la tête. « Pas toi, Daniel. Toi, t'étais juste un outil. Une couverture parfaite. T'as la bonne vie, la bonne maison, l'historique propre. C'est toi qu'il regarderait en dernier. » Ces mots me faisaient de mal parce qu'ils sonnaient vrais. Emily sanglotait derrière moi. « Ethan, s'il te plaît. » « Arrête. » Il s'est tourné vers elle, une expression presque triste dans les yeux. « Tu ne comprends pas, Emily. Ce que j'ai pris, ce ne sont pas que des données. C'est la seule preuve que ton gouvernement manipule son propre réseau pour surveiller les citoyens. Et si je me fais prendre, tout disparaît. » Kara a crié. « Mensonge. Tu vends ces informations depuis des années. Tu n'es pas un lanceur d'alerte. Tu es un traître. » Ethan a haussé les épaules. « Les deux choses peuvent être vraies. J'ai senti que ça allait dégénérer. J'ai levé les mains, essayant de gagner du temps. Dis-moi juste une chose, Ethan. Pourquoi chez moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? » Il m'a regardé droit dans les yeux. « Parce que c'est ton père qui m'a appris tout ce que je sais. Mon cœur s'est arrêté. » « Mon père? » Oui. Thomas Harris. Il travaillait pour le même programme avant qu'il ne le fasse taire. Tu pensais qu'il était mort dans un accident de voiture? Non, Daniel. Il a été éliminé. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est effacer le dernier lien qu'il restait avec lui, toi. Je ne pouvais plus respirer. Kara a baissé un peu son arme, déstabilisée. C'est impossible. Thomas Harris a été innocenté après la fermeture du projet CypherNet. Ethan a éclaté de rire. Innocenté? Non. Il a été transformé en exemple. Et moi, j'étais là quand ils l'ont fait. Emily s'est couverte la bouche de ses mains. J'avais du mal à comprendre si Ethan disait la vérité ou s'il essayait juste de nous manipuler. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, cette colère sourde, réelle, qui sonnait trop juste pour être inventée. Kara a tenté de reprendre le contrôle. « Donne-moi la clé, Ethan. On réglera ça autrement. » Il a levé son arme vers elle. « Si tu t'approches, je la détruis. » Mark, qui s'était glissé lentement vers la porte arrière, a profité d'un moment d'inattention pour bouger. Ethan a tourné la tête, une fraction de seconde, et Mark a tiré. Un bruit sec, puis un cri. Ethan est tombé à genoux, touché à l'épaule. Kara s'est précipitée, l'a désarmé et l'a plaqué au sol. J'ai couru vers lui, incapable de détourner le regard de celui que j'avais un jour appelé mon frère. Il m'a regardé droit dans les yeux, haletant. « Tu crois que c'est fini ?» a-t-il murmuré. « Tu crois que t'as gagné ?» Kara a sorti des menottes, mais Ethan a continué à parler, la voix plus faible. Ce qu'il y a sur cette clé, si tu l'actives, tu condamnes des milliers de gens. Ce réseau, c'est pas un crime, c'est une défense. Et ils ne veulent pas que tu saches contre qui. Kara l'a frappé à l'arrière de la tête pour le faire taire. Le silence est retombé. Emily tremblait. On fait quoi maintenant? Kara a ramassé la clé USB, l'a tenue entre ses doigts. On la connecte. On vérifie ce qu'il y a dedans, et on clôt ça une bonne fois pour toutes. Mais au moment où elle s'est approchée du routeur, le téléphone posé sur la table s'est rallumé tout seul. Un message s'est affiché sur l'écran, sans expéditeur. « Ne branche pas cette clé. C'est un leurre. » Kara a gelé.
Marc a levé la tête, méfiant. C'est lui qui a envoyé ça? Kara a secoué la tête. Non, ce message vient de l'intérieur du réseau du FBI. Un silence lourd a envahi la pièce. Emily s'est accrochée à moi, chuchotant « Daniel, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment de toi ?» J'ai regardé la clé USB entre les mains de Kara, le corps d'Ethan inconscient au sol, et l'écran du téléphone qui clignotait encore. Et j'ai compris que je n'avais peut-être jamais été une victime. Peut-être que depuis le début, j'étais la pièce centrale de tout ce jeu. Kara fixait toujours l'écran du téléphone, immobile. Le message restait affiché, simple, sans signature, mais le logo dans le coin de l'écran n'était pas anodin. Un sceau officiel du FBI, celui que j'avais déjà vu sur le badge de Cole. Sauf que celui-là semblait authentique et daté d'à peine quelques secondes. Marc s'est approché, méfiant. Si ce message vient vraiment du FBI, ça veut dire qu'il surveille tout, même ici. Kara a murmuré. Non, pas il. Quelqu'un à l'intérieur. Un agent qui sait que Cole n'est pas un des leurs. Elle a retiré la clé USB de sa main, l'a observée contre la lumière. S'ils disent que c'est un leurre, c'est que ce truc n'est pas ce qu'il paraît. Peut-être qu'il ne contient rien. Ou pire, je me suis souvenu des mots d'Ethan avant qu'il s'évanouisse. Tu condamnes des milliers de gens. Et soudain, cette phrase a pris un sens différent. Et si cette clé n'était pas un accès, mais une arme, ai-je dit. Kara m'a regardé, surprise. Explique-toi. Et si en la connectant, elle déclenche quelque chose, une suppression totale, ou même un transfert automatique vers un autre serveur? Marc a hoché la tête, nerveux. Un kill switch. Une autodestruction numérique. Kara a juré à voix basse. Merde, il nous a piégés. À ce moment-là, Ethan a gémi au sol. Kara s'est précipitée pour le maintenir, mais il a réussi à lui saisir le poignet. Son regard était flou, mais son sourire, intact. Je vous avais prévenu. Vous touchez à cette clé, tout s'efface, et vous serez tous dans la même chute. Kara a voulu le faire taire, mais je l'ai arrêté. Attends, laisse-le parler. Ethan a levé lentement les yeux vers moi. Tu crois que t'es une victime, Daniel. T'étais là depuis le début. Tu crois que ton père travaillait pour eux? Il les combattait. Et il m'a appris à faire pareil. Mon père est mort dans un accident. Non, il a craché un peu de sang, mais il continuait, comme s'il devait absolument finir. Il a tout mis sur ton nom avant de disparaître. Les accès, les codes, tout ce qu'il cherchait. C'est pour ça qu'ils t'ont laissé en vie. Tu es la clé. Kara a reculé d'un pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tout mis sur son nom. Ethan a fermé les yeux. Un rictus au coin des lèvres. Vérifie ses identifiants. Le réseau, c'est lui qui le détient maintenant. Je n'arrivais plus à réfléchir. Emily a posé une main sur mon bras. « Daniel, regarde-moi !» Qu'est-ce qu'il veut dire? Je me suis précipité vers l'ordinateur du salon, celui qu'on utilisait tous les jours. J'ai tapé mon adresse mail, mes identifiants, au hasard. Rien d'étrange au premier abord. Puis, en bas de l'écran, un message en rouge s'est affiché. Accès prioritaire. Réseau T. Harris. Code actif. Kara s'est approchée, les yeux écarquillés. C'est impossible. Ce code n'existe plus depuis 15 ans. Marc a murmuré. Ton père l'a lié à toi. Il t'a laissé la main sur tout. J'ai ouvert le dossier principal. Des dizaines de fichiers cryptés, marqués du sceau du département de la Défense. Et un en tête. Simple. Projet CypherNet. Statut dormant. Kara a blêmi. S'il est encore actif, alors tout ce qu'Ethan a dit est vrai. Je l'ai regardé. Perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle a pris une grande inspiration. On ne peut pas laisser ça ici. Si Cole apprend que tu es la clé, il reviendra, et il ne partira pas sans toi. Marc a vérifié son arme. Il faut bouger maintenant, mais au moment où il a ouvert la porte, une rafale de lumière a traversé le salon. Des phares, un moteur qui se coupe. Kara a attrapé Ethan par le col et l'a tiré derrière le canapé. Emily s'est jetée au sol. J'ai regardé à travers les rideaux. Une voiture noire venait de s'arrêter devant la maison, mais ce n'était pas la Nissan. C'était un SUV gouvernemental, gyrophares éteints. 3 hommes en sont sortis, tous en civil, oreillettes aux oreilles. Le premier portait un badge autour du cou. Il s'est avancé jusqu'à la porte et a crié « FBI ! Personne ne bouge !» Kara a serré les dents. « Pas eux encore », Marc a murmuré. « Comment ils nous ont trouvés si vite ?» J'ai levé les yeux vers l'ordinateur. L'écran venait d'afficher un nouveau message. « Localisation transmise. Protocole d'urgence activé. » Kara a blêmi. La clé. Quelqu'un l'a déclenchée à distance. Avant que je ne comprenne, les vitres ont explosé. Une détonation, forte, sèche, venue de dehors. Je me suis jeté au sol, les oreilles sifflantes. Emily criait mon nom. Et dans le chaos,
Une seule idée m'a traversé l'esprit. Quelqu'un venait d'effacer la dernière preuve, et moi, avec. Le bruit m'a frappé comme une vague. Tout a volé en éclats. L'air était rempli de poussière, de verres brisés, de ce sifflement sourd qui suit les explosions. Je ne voyais plus rien. Juste des ombres. Une silhouette rampait au sol. Émilie. J'ai rampé vers elle, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Émilie, tu m'entends ?» Elle a hoché la tête, du sang sur la joue, mais consciente. Le salon n'était plus qu'un nuage de fumée. Le toit craquait. On ne pouvait pas rester là. Cara a crié de l'autre côté. Marc est touché. Je me suis tourné. Il était étendu près du canapé, immobile, une tache sombre s'étendant sur son épaule. Cara tentait de le tirer vers la porte de derrière. Je l'ai aidé. L'air brûlait mes poumons. Dehors, les gyrophares clignotaient maintenant. Plusieurs véhicules entouraient la maison. Des silhouettes armées descendaient, en uniforme cette fois. Mais Cara a murmuré « Pas la police. Regarde leurs gilets. Ce sont les nôtres. Les nôtres. » Elle voulait dire « gouvernementaux ». Et pourtant, aucun ne semblait venir pour nous protéger. On a traversé le jardin à moitié accroupi. Derrière, la clôture en bois s'était effondrée sous la déflagration. On est passé par là. Une sirène retentissait au loin. Émilie respirait difficilement. Cara m'a tendu son arme. « Tiens. Si on est séparés, tu ne laisses personne t'approcher. Personne. » On s'est réfugiés derrière la maison voisine. Des ordres criaient dans les radios. « Zone sécurisée, cible prioritaire localisée. » Cara a serré la mâchoire. « Il parle de toi, je ne comprenais plus rien. » Quelques heures plus tôt, j'étais juste un mari trompé. Maintenant, j'étais un cible prioritaire pour des agents fédéraux. Marc gémissait. Sa respiration devenait irrégulière. « Laisse-moi ici », a-t-il murmuré. Cara a refusé net. « Ferme-la, on ne laisse personne. » Mais on savait tous les deux qu'il n'irait pas loin. J'ai sorti mon téléphone par réflexe. L'écran s'est rallumé, fissuré, mais fonctionnel. Un nouveau message venait d'apparaître. Pas de nom, pas d'origine. Juste une phrase. « Suis le signal de ton père. Tout est encore là. » J'ai montré à Cara. Elle a pâli. « Ce n'est pas possible. Ce réseau a été détruit il y a des années. Alors pourquoi il m'écrit ?» Elle n'a pas eu le temps de répondre. Un projecteur s'est allumé derrière nous. Une voix a crié « Ne bougez plus! Posez vos armes !» Cara a levé la sienne, prête à tirer. Mais j'ai vu qui tenait la lampe. Cole. Il sortait de l'ombre, le visage couvert de poussière, mais indemne. Derrière lui, 2 hommes en noir. « Tu m'as donné du fil à retordre, Daniel », a-t-il dit d'une voix calme. Mais tout rentre enfin dans l'ordre. Cara a pointé son arme sur lui. « Tu crois que tu vas t'en tirer ?» Le vrai FBI sait déjà tout. Cole a souri. « Le vrai FBI ? Tu parles du réseau que j'ai infiltré il y a 6 mois ? » Il a levé une petite télécommande. « J'ai mis des années à nettoyer le travail de ton père. Ce soir, je termine ce qu'il a commencé. » J'ai senti une colère froide monter. « Tu mens. Mon père n'aurait jamais bossé pour des gens comme toi. Non, » a-t-il dit doucement. « Il bossait contre nous, mais il a perdu. Et toi, tu vas le rejoindre. » Cara a tiré la première. Un échange de feu, bref, violent. Des éclats de bois, des étincelles. Cole s'est abrité derrière un véhicule. J'ai attrapé Émilie par la main. « Cours !» On a traversé la ruelle en courant, les balles sifflant derrière nous. Cara couvrait notre fuite. On a atteint une station-service désaffectée, quelques rues plus loin. Là, on s'est effondré derrière un mur. Émilie respirait fort. « On ne peut pas fuir éternellement. » Je savais qu'elle avait raison, mais sur mon téléphone, le message clignotait encore. « Suis le signal de ton père. » J'ai ouvert la géolocalisation. Un point rouge apparaissait, clignotant doucement, pas à Washington, pas dans un autre État, à 20 minutes d'ici. Dans un ancien complexe militaire abandonné, à l'extérieur de Fresno. J'ai levé les yeux vers Cara, qui venait de nous rejoindre, haletante. « On sait où aller », ai-je dit. « Où ça ? Là où tout a commencé. Là où mon père a disparu. » Elle a serré les dents, a jeté un regard rapide vers Émilie. « Alors on y va. Mais prépare-toi, Daniel, ce que tu vas trouver là-bas. Tu ne pourras plus jamais l'ignorer. » Et au fond de moi, je le savais déjà. Ce n'était plus une histoire d'espionnage, ni de trahison. C'était quelque chose de plus grand. Quelque chose qui portait mon nom. On a roulé dans le silence le plus total. La route était déserte, avalée par la nuit. Émilie dormait à moitié contre la vitre, épuisée. Cara conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé droit devant. Chaque panneau indiquant la sortie vers la base militaire me serrait un peu plus la gorge. Je ne parlais pas, mais mes pensées hurlaient. Mon père. Tout ce que j'avais cru savoir sur lui. Sa mort, soi-disant accidentelle.
Son dossier classé confidentiel. Et maintenant, ce message sorti de nulle part, signé d'un fantôme. Kara a rompu le silence. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Si on détruit la clé, ils n'auront plus de raison de te traquer. Et alors ? Ai-je répondu. Je passerai le reste de ma vie à fuir quelque chose que je ne comprends pas. Elle n'a rien ajouté. On a quitté la route principale. Une longue clôture rouillée bordait le terrain. Les lettres effacées sur le portail indiquaient « Base de recherche, accès restreint ». Kara a forcé le cadenas avec la crosse de son arme. L'air à l'intérieur du complexe sentait la poussière et le métal brûlé. Les hangars étaient vides, les vitres brisées. Mais dès qu'on a avancé de quelques mètres, nos téléphones se sont allumés tout seuls. L'écran affichait le même symbole. Un cercle rouge autour des lettres TH01. Mon père, Thomas Harris. Numéro d'identification militaire. Emily a murmuré « Daniel, tu es sûr de vouloir continuer ?» J'ai hoché la tête. Oui. Au fond du hangar, il y avait un escalier qui descendait sous terre. On a allumé les lampes. Le sol vibrait légèrement, comme si quelque chose tournait encore sous nos pieds. Une porte métallique bloquait le passage, mais le digicode à côté affichait 4 lettres en attente. Sans réfléchir, j'ai tapé THAR, les initiales de mon père. Un clic. La porte s'est ouverte. La pièce en dessous ressemblait à un ancien centre de contrôle. Des serveurs, des écrans, des câbles suspendus au plafond, et au centre, un seul ordinateur encore allumé, alimenté par une source autonome. Kara s'est approchée prudemment. L'écran affichait une interface ancienne, datée. En haut, une ligne rouge clignotait. Projet Cyphernet, réactivation en attente. On ne devrait pas rester ici, a soufflé Emily. Et si c'est un piège ? C'est déjà trop tard pour reculer, ai-je dit. Je me suis assis devant l'écran. Le clavier était poussiéreux, mais fonctionnel. Une boîte de dialogue s'est ouverte automatiquement. Bienvenue, Daniel Harris. L'héritage de Thomas Harris est prêt à être restauré. Acceptez-vous le transfert ? Kara s'est figée. Ne touche à rien. Ce système peut être relié à n'importe quel serveur dormant du gouvernement. Si tu acceptes, tu pourrais réveiller tout un programme clandestin, ou découvrir ce qu'ils ont voulu cacher. Je sentais mon cœur battre à chaque mot. Emily m'a attrapé la main. « Daniel, s'il te plaît, on n'a plus besoin de réponse. On a juste besoin de sortir d'ici vivant. » Mais c'était trop tard. Je devais savoir. J'ai appuyé sur « Entrer ». Les écrans se sont allumés les uns après les autres. Les serveurs se sont mis à bourdonner, une lumière rouge envahissant la salle. Des lignes de code défilaient à une vitesse folle. Kara reculait lentement, arme en main. « Qu'est-ce que t'as fait ?» L'écran principal a changé. Un dossier unique venait d'apparaître. Cyphernet, dossier dormant, opération Origin. Je l'ai ouvert. Et là, j'ai vu les images. Des rapports, des vidéos, des échanges internes entre des officiers. Et, au centre de tout, Cole Anderson. Son vrai nom, Cole Hastings, agent double, ancien partenaire de mon père. Et dans l'un des derniers rapports, une photo de Thomas Harris, vivant, datée de 2011. Légende, transféré, lieu inconnu. Je n'arrivais plus à respirer. Mon père n'est pas mort, ai-je murmuré. Kara s'est approchée, stupéfaite. Mais avant qu'on ait le temps d'aller plus loin, un bruit a retenti au-dessus. Des pas, lents, lourds. On s'est figé. Quelqu'un descendait les escaliers. Une silhouette est apparue dans la lumière rouge, et une voix que je n'avais pas entendue depuis 20 ans a dit calmement « Je t'avais dit de ne jamais chercher, Daniel. » Je me suis levé, incapable de parler. La silhouette a avancé, son visage éclairé par les écrans. C'était lui, mon père, Thomas Harris. Je suis resté figé. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. L'homme devant moi avait vieilli. Cheveux gris, visage creusé, regard fatigué, mais c'était lui, mon père. Celui qu'on m'avait dit mort depuis 20 ans. Il portait une veste militaire usée, un badge sans nom autour du cou. Emily s'est couverte la bouche, incapable de parler. Kara, elle, a levé son arme. Impossible, vous êtes censé être mort en 2005. J'ai vu le dossier. Thomas a levé les mains calmement. Les dossiers mentent, agent Lewis. Tu devrais le savoir mieux que personne. Ma gorge s'est serrée. Où est-ce que tu étais tout ce temps ? Il a souri, un sourire triste. Partout où on m'a interdit d'exister. Il a contourné la console, a regardé l'écran où son nom clignotait encore. Alors tu as ouvert le système ? J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. Je devais comprendre. Tu me devais la vérité. Il a soupiré, a posé une main sur mon épaule. La vérité ? Tu ne veux pas d'elle, Daniel. Personne ne la veut vraiment. Kara a avancé d'un pas. Vous avez créé Cyphernet, pas vrai ?
C'est votre programme. Vous surveillez les civils sous prétexte de sécurité nationale. Thomas s'est tourné vers elle. Non, j'ai créé CypherNet pour empêcher que des gens comme Cole s'en servent, mais le gouvernement a repris le contrôle. Ils ont transformé ma création en arme. Je le fixais, perdu. Et moi? Pourquoi moi? Pourquoi t'as tout mis sous mon nom? Parce que c'était le seul moyen de garder le réseau en sommeil. Tant que ton identité était propre, il ne pouvait pas réactiver le système sans passer par toi. Il a jeté un regard à Kara, puis à Emily. Mais maintenant que tu es ici, ils savent, et ils viendront. Comme pour lui donner raison, un grondement a résonné au-dessus, des pneus sur le gravier, des portières qui claquent. Kara a couru jusqu'à la console, a tapé une série de commandes. Je peux couper la connexion satellite, mais pas pour longtemps. Ils nous ont déjà localisés. Thomas a posé une main sur son épaule. Ce n'est pas la solution. Si tu coupes le réseau, tu perds tout ce qu'on peut prouver. Et si je ne le coupe pas, on est mort, a-t-elle répliqué. Je me suis interposé. Alors il faut tout transférer ailleurs. On ne peut pas tout effacer. Pas après ce qu'ils ont fait. Thomas a hoché lentement la tête. Il y a un protocole caché. Ton empreinte est la clé. Pose ta main sur le scanner. Le sol vibrait de plus en plus. J'ai posé ma main sur le capteur. L'écran a changé de couleur, passant du rouge au blanc. Un message est apparu. Transfert vers serveur indépendant. En cours. Des lignes de code défilaient. Kara fixait l'écran. Où ça se transfère? Thomas a répondu. À l'endroit où ils ne pourront jamais le trouver. Hors réseau. Emily a murmuré. Tu veux dire dans l'ombre? Thomas a souri faiblement. Oui, dans l'ombre. Un bruit métallique a claqué derrière nous. La porte d'acier venait d'exploser. Des hommes armés entraient, en uniforme noir, visière baissée. Kara a tiré la première. Les balles ont ricoché sur les murs. Thomas m'a attrapé par le bras. Va dans la salle du fond. Garde le disque avec toi. Et toi? Je finis ce que j'ai commencé. J'ai voulu protester, mais il m'a poussé brutalement. Cours, Daniel! Je l'ai entendu recharger son arme derrière moi. Kara couvrait sa position, criant des ordres à Emily pour la tirer plus loin. J'ai traversé un couloir étroit, des câbles partout, des écrans clignotants. La porte du fond s'est ouverte sur une pièce circulaire, presque vide, sauf pour une capsule en métal au centre. Sur le sol, un symbole gravé, TH. 01. Le disque que Thomas m'avait donné s'est mis à vibrer dans ma main. L'écran de l'ordinateur mural s'est allumé tout seul. Une dernière ligne s'est affichée. Activation finale. Projet Origin. Sous le contrôle de D. Harris. Puis un son assourdissant. L'explosion d'une grenade. Le plafond a tremblé. J'ai voulu ressortir, mais la porte s'est refermée automatiquement. J'ai crié le nom de mon père, mais tout ce que j'ai entendu, c'est la voix synthétique du système. Transfert terminé. Réplication en cours. Changement d'administrateur. Confirmé. L'écran s'est figé, puis une dernière phrase est apparue. Bienvenue, directeur Harris. Et tout s'est éteint. Quand les lumières se sont rallumées, tout était silencieux. Plus de tirs, plus de voix. Seulement le bourdonnement grave des serveurs et mon souffle saccadé. Je me suis approché de l'écran principal. Il affichait un nouveau menu, sobre, presque banal, avec une seule ligne en haut. Administrateur actif, D. Harris. Et dessous, une série d'options. Surveillance, réseau, effacement, réactivation. J'ai touché le clavier du bout des doigts. Chaque frappe faisait trembler mes mains. Mon père venait littéralement de me passer le contrôle du programme le plus secret du pays. La porte derrière moi était toujours verrouillée. J'entendais des bruits étouffés, des voix lointaines, peut-être Kara, peut-être personne. Une alerte a clignoté à l'écran. Connexion externe détectée. Tentative d'accès non autorisée. Source, Cole Hastings. Mon cœur s'est emballé. Cole était vivant. Et il essayait déjà de reprendre le contrôle. J'ai cherché une option pour le bloquer, mais le système réagissait plus vite que moi. L'écran s'est divisé en deux, affichant une fenêtre vidéo. Le visage de Cole est apparu, sale, blessé, mais souriant. Tu crois vraiment que ton père t'a laissé les clés du royaume? Sa voix résonnait dans toute la pièce. Ce qu'il t'a donné, Daniel, ce n'est pas une arme, c'est une malédiction. Ce réseau a été conçu pour survivre à tout, même à ses créateurs. Maintenant qu'il t'a désigné, c'est toi la cible, pas nous. J'ai serré les poings. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu fasses le sale boulot à ma place. Quand CypherNet s'éteindra, toutes les traces de nos opérations disparaîtront, et tu porteras seul la responsabilité. J'ai regardé l'écran. Une barre de progression venait d'apparaître. Effacement global, 15%. J'ai compris. Cole avait lancé la purge du système. S'il atteignait 100%, tout ce que mon père avait voulu protéger disparaîtrait. Je me suis précipité sur le clavier, essayant d'interrompre le processus.
Le système a demandé une autorisation biométrique. Je me suis souvenu du scanner sur la console principale, dans la pièce d'avant, mais c'était trop loin. Puis une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis approché de la capsule métallique au centre de la pièce. Une fente brillante y était gravée. Accès principal, code génétique requis. Mon père avait prévu quelque chose. J'ai posé ma main dessus. Un picotement, puis un son de verrou qui se déverrouille. L'écran a changé de couleur. Une nouvelle interface est apparue, avec une seule commande active. Révoquer tous les accès externes. Sans réfléchir, j'ai appuyé. L'image de Cole a grésillé, puis disparu. Mais au même moment, la pièce a tremblé. Une voix synthétique s'est fait entendre, plus forte que la précédente. Protocole d'isolement activé. Sécurité maximale. Verrouillage total du site dans 90 secondes. J'ai reculé d'un pas. Non, non, non. Le système venait d'enclencher une autodestruction du site. La voix répétait le compte à rebours, froide, mécanique. Kara criait de l'autre côté de la porte. « Daniel, ouvre !» Je me suis rué vers la console, tapant n'importe quoi pour arrêter la séquence. Mais à la place, un dossier s'est ouvert tout seul. Des images de moi, de ma maison, de chaque conversation depuis des années. CypherNet n'avait jamais dormi. Il m'avait surveillé toute ma vie. Et à la fin du dossier, une dernière ligne. Projet final. Relais humains. Candidat validé. D. Harris. J'ai senti un frisson glacé me traverser. Ce n'était pas seulement un réseau, c'était une expérience. Et j'étais le résultat. La porte s'est enfin déverrouillée. Kara a surgi, suivie d'Emily, couverte de poussière. « Il faut sortir maintenant !»« Tout va exploser », ai-je répondu. « Mais si on part sans arrêter le transfert, tout ça recommencera. » Kara a tiré mon bras. « Alors fais vite !» Je me suis tourné vers la console. Un dernier choix s'affichait. Option finale, transférer CypherNet, conteneur externe, 1, ou effacer définitivement, risque, inconnu. Emily criait derrière moi. Le compte à rebours affichait 20 secondes. J'ai posé mes doigts sur le clavier. Tout mon corps tremblait. Si je transférais, CypherNet survivrait quelque part, peut-être sous une autre forme. Si j'effaçais, je détruirais tout, y compris les preuves, les données et peut-être mon père. 10 secondes. Kara hurlait. « Décide-toi !» Emily pleurait, agrippée à ma veste. Et au fond de moi, une seule phrase de mon père résonnait. « Ce qu'ils craignent le plus, c'est la vérité. » Alors j'ai choisi. J'ai tapé une dernière commande. L'écran est devenu blanc, puis noir. Action confirmée. Effacement global, 100%. La salle a explosé de lumière. Tout a disparu. Je n'ai plus senti le sol. Juste un souffle, un bruit qui avalait tout. Le métal, les cris, la lumière, puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dehors, allongé dans la poussière, à plusieurs mètres de l'entrée effondrée du bunker. Kara m'avait tiré hors de là. Elle saignait du front, haletante. Emily était à genoux, couverte de cendres, vivante, mais choquée. Le complexe n'était plus qu'un trou béant dans la terre. Une épaisse fumée montait vers le ciel, se mêlant à l'aube qui commençait à poindre. Je me suis relevé en titubant. Tout mon corps tremblait. Je ne savais même pas comment j'étais encore en vie. Kara s'est approchée, posant une main sur mon épaule. « Tu l'as fait, pas vrai ?» J'ai hoché la tête. CypherNet n'existe plus. Elle a fermé les yeux un instant, comme si elle essayait de retenir ses larmes. « Tu comprends ce que tu viens de détruire ? Des décennies de recherche, de manipulation, de surveillance, tout. C'est justement pour ça que je l'ai fait. » Elle m'a regardé longuement. Puis elle a murmuré. « Ton père savait que tu ferais ce choix. » Je me suis tourné vers le cratère. Les flammes se calmaient lentement. Dans ce silence, une seule pensée tournait dans ma tête. Et lui ? Tu crois qu'il... Kara a baissé les yeux. Il savait qu'il ne sortirait pas vivant. Il t'a protégé jusqu'à la fin. Emily m'a pris la main. Je ne pouvais plus parler. Pendant 20 ans, j'avais cherché la vérité. Et maintenant que je la tenais, elle me laissait un vide immense. Des sirènes retentissaient au loin. Les vrais secours, cette fois. Des véhicules s'approchaient. Kara a essuyé son visage, puis m'a glissé quelque chose dans la main, une petite puce métallique, à peine plus grande qu'un ongle. C'est un fragment. Le dernier. Si jamais tout recommence, tu sauras quoi faire. Elle m'a jeté un dernier regard, puis s'est éloignée vers la route, disparaissant avant que les voitures arrivent. Les agents fédéraux sont descendus quelques minutes plus tard. Ils nous ont séparés, posant des questions, mais j'étais incapable de répondre. Tout ce que j'ai dit, encore et encore, c'est « je ne sais pas ». Je veux juste rentrer chez moi. Quelques semaines ont passé. Fresno a repris son rythme. Ma maison, 1744, est méconnaissable. Reconstruite, repeinte, presque neuve. Mais pour moi,
Rien n'a plus le même goût. Emily dort souvent sur le canapé maintenant. On ne parle pas beaucoup. Je crois qu'elle veut oublier. Moi, je ne peux pas. Chaque soir, je regarde le routeur Wi-Fi. Il porte un nouveau nom, tout simple. 1744, reconnecté. Mais parfois, le voyant vert clignote plus vite que d'habitude. Et l'autre nuit, alors que je travaillais sur l'ordinateur, une notification est apparue sur l'écran. Pas d'expéditeur, pas d'adresse, juste une phrase. Projet CipherNet, réinitialisation en attente. Je suis resté figé, incapable de respirer. J'ai regardé la petite puce que Kara m'avait laissée, posée sur le bureau. Elle clignotait. Une seule lumière bleue, régulière, comme un battement de cœur. Et à ce moment précis, j'ai compris quelque chose. CipherNet n'avait pas été détruit. Il s'était réveillé, et maintenant, il m'attendait.